Autrement, ça va être difficile. Donc, tout ce que j'ai dit en ce qui concerne, par exemple, la marque employeur, la présence de l'entreprise auprès des travailleurs, c'est valable qu'on soit dans une entreprise industrielle ou dans une entreprise familiale. Parce que nous sommes dans une situation anxiogène, une situation stressante où l'homme, en tant qu'être humain, a besoin de présence. Et les émotions ici sont très prégnantes. Et l'être humain a besoin d'être soutenu, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être entendu. Et c'est pour cela que l'entreprise familiale doit effectivement adopter les mêmes habitudes, les mêmes pratiques qui sont valables pour tous. Merci, M. Topa. Nous avons M. Naon en ligne qui vous félicite pour votre intervention et qui demande comment est-ce que l'on prend en compte les troubles psychologiques, émotionnels qui peuvent résulter des mesures telles que le confinement, la quarantaine, le télétravail ou la mise en congé, dite forcée. Exact. Oui, justement, c'est là où je parlais de garder le lien. Alors, dans certaines entreprises, il y a par exemple une hotline qui est mise en place. Sur cette hotline, il y a soit un médecin, un psychologue, une assistante sociale, mais pour répondre aux questions que se posent les travailleurs. Parce qu'être confiné chez soi à la maison, donc dans une forme de manque de liberté, vous avez besoin de parler. Vous avez beau parler avec votre conjoint ou vos enfants, à un moment donné, vous avez besoin de parler à d'autres personnes pour savoir comment les choses se passent dehors. Et là, à mon avis, le soutien psychologique, il doit être là. Il doit être là à travers ce lien que j'indique ici, notamment une hotline, pour que celui qui a envie de parler puisse appeler et parler, et qu'on l'écoute et qu'au bout, on puisse le rassurer. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Voilà, très bien répondu, M. Topa. Alors, souvent, vous savez, les gens ne sont pas toujours d'accord, toujours unanimes, surtout dans le métier que nous exerçons. Alors, face aux différentes plaintes, oui, quelles sont les solutions que vous pouvez préconiser? Les différentes plaintes déjà par rapport aux méthodes qui sont proposées de travail. C'est ça. Quelles sont les solutions que Mais justement, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'une communication qui soit permanente, qui soit à la fois active, réactive et proactive. Dans la proactivité ici, c'est d'anticiper effectivement ce qui pourrait être les plaintes des travailleurs. Par exemple, est-ce que je peux volontairement me mettre en quarantaine? Dès lors que je constate que, par exemple, sur le lieu de travail, on a détecté quelqu'un comme positif et nous étions dans un bureau, dans des bureaux contigus, qu'est-ce que je fais? Voilà. Est-ce que un employé qui pense à des symptômes qu'il constate lui-même peut décider comme ça de rester à la maison? Est-ce qu'un employé peut se lever un matin pour dire comme tel collaborateur a tel souci, moi je n'ai pas envie de venir là? Donc forcément, ça va susciter des plaintes. Les mesures qui sont prises et qui sont appliquées dans les entreprises pour s'adapter vont susciter des plaintes. L'entreprise a le devoir d'anticiper cela. Il ne faut pas attendre que les plaintes arrivent. Il faut anticiper et pour cela, il faut pouvoir ouvrir le dialogue avec les travailleurs. Il ne faut pas fermer la porte. Comme je l'ai dit, c'est une situation nouvelle. Nous apprenons tous. Donc, il nous faut nous adapter. Donc, il faut ouvrir la porte pour que les questions, même les plus saugrenues, puissent être posées et que des réponses soient données. Voilà. Et il faut s'ouvrir aux idées nouvelles que pourraient amener les travailleurs. Parce que l'employeur ne détient pas la vérité sur ce que nous sommes en train de vivre. Les travailleurs peuvent proposer des idées qui puissent servir à l'ensemble de l'entreprise. Donc, il faut s'ouvrir aux idées nouvelles, ne pas se fermer. Effectivement, comme vous le dites, il s'agit donc de pouvoir instaurer une négociation sociale avec, entre les différents partenaires. Alors, nous avons M. Joël qui demande, au niveau des ressources humaines, comment gérer de manière administrative un confinement fait par un collaborateur qui pense avoir été en contact avec un porteur COVID-19? S'agit-il d'un repos médical ou peut-on l'assimiler à un congé et le déduire de ses congés annuels? Je crois que si nous avons bien compris la question, il s'agit de savoir si pour un collaborateur qui a été en contact avec un porteur COVID-19,
comment doit être traitée son absence au niveau de l'entreprise? Alors, d'abord, il y a un protocole qui est connu, sur lequel l'État a communiqué. Donc, un collaborateur qui a été en contact avec une personne, qui a été en contact avec une personne qui est testée positive, doit nécessairement prendre contact avec l'autorité de santé publique. Les numéros sont indiqués. Si le collaborateur il a à l'intérieur de son entreprise une unité de santé, donc une médecine du travail, il prend contact avec la médecine du travail. Et c'est à partir de là que le processus va se suivre jusqu'à ce qu'on arrive à l'idée où on décide de le mettre en quarantaine ou de le confiner. Mais une fois qu'il est confiné, ce n'est pas de son fait. Alors, je ne vois pas comment on va décider de le mettre en congé si la mesure n'a pas été prise effectivement au niveau de l'entreprise, de mettre les gens en congé qui ne sont pas sur des activités dites essentielles. Donc, dans cette condition-là, il est à la maison et puis son contrat court. Il n'y a aucun souci, à mon avis, là-dessus. Alors, nous avons M. Andry qui pose la question suivante. Le droit de retrait est-il prévu par le droit positif ivoirien? Un travailleur en astreinte peut-il s'en prévaloir et décider de manière unilatérale de se confiner? Encore une fois, effectivement, ce droit de retrait, il est prévu par la législation ivoirienne. Le souci, comme je l'ai dit, c'est que chacun puisse se protéger. Maintenant, il ne se fait pas comme ça. On ne se retire pas comme ça. L'entreprise a pris des mesures. Pour que vous vous retiriez, il faut pouvoir démontrer que votre entreprise n'a pas pris les mesures qu'il faut pour que votre sécurité soit garantie, premièrement. Deuxièmement, vous devez être en mesure de démontrer que la situation qui est là, pour laquelle vous voulez vous retirer, est de nature à mettre en danger votre sécurité. Voilà, c'est à ces seules conditions-là que vous pouvez invoquer ce droit et vous retirer. Voilà. Autrement, vous ne pouvez pas vous lever un matin et vous confiner. Comme je l'ai dit, le protocole, il est connu. Dès lors que vous sentez qu'il y a une situation qui n'est pas anormale, vous engagez le protocole, vous saisissez la médecine du travail, vous saisissez les autorités de santé publique et à partir de là, vous êtes couvert. Le reste peut se faire. Voilà. Mais il ne faut pas décider de manière unilatérale. Dès lors que l'entreprise a pris des mesures en complément des mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics. Donc, effectivement, le droit de retrait est prévu par le Code du travail, la disposition du Code du travail, et il reste à suivre maintenant les procédures pour pouvoir les mettre en application. Nous avons notre cher Zie Ouattara qui vous félicite, M. Toba pour son brillant exposé et qui pose la question suivante. Le DRH du futur doit avoir quelle posture, quelles compétences? À quoi ressembleront les entreprises après le Covid-19? Une chose est certaine, les entreprises ne seront plus comme avant. Je prends un certain nombre de process, par exemple. Prenez la question des achats. Quand on achète, généralement, on se focalise sur le prix. Ah, c'est le meilleur disant. Donc, quand je fais le rapport qualité-prix, c'est celui qu'il me faut. Mais aujourd'hui, face à la situation qu'on vit, je pense que les entreprises vont aller au-delà cette fois-ci et de dire qui est capable, en plus de ce prix-là, de me garantir une continuité de livraison ou d'approvisionnement pendant une crise comme celle que nous avons connue. Donc, les entreprises vont engager un processus de transformation. Un processus de transformation qui est issu du vécu. Je pense que Zie, au dernier workshop de l'AGRH, cette question, je l'ai suffisamment abordée. Et ceux qui étaient là, je pense qu'ils voient les prémices de ce que je disais. Nous sommes dans un environnement qui évolue très rapidement. On est dans une situation à la fois complexe et volatile et incertaine. Donc, à partir de cet instant, le DRH de demain, enfin, qui se prépare aujourd'hui, ne doit pas se contenter de ses simples compétences en droit du travail ou ses compétences en développement des ressources humaines et tout. Il doit aller au-delà pour comprendre l'ensemble des process de l'entreprise, pour comprendre l'économie de l'entreprise, pour comprendre comment tout est structuré
de façon à ce qu'il puisse apporter demain sa pierre à l'édifice. Il doit être capable d'anticiper et de lire demain. Autrement, ça va être difficile. Effectivement. Nous avons Madame Ekra, voici Marie-Rose, qui pose la question suivante. Serait-il judicieux de licencier ou mettre en chômage technique nos employés au-delà de 3 mois de paiement de salaire, vu que nous ne recevons plus de fonds des clients? Bon, la question, nous ne savons pas tout à fait, il s'agit de quel secteur d'activité. Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'effectivement, le gouvernement, même déjà d'office, a eu à demander la fermeture de certains établissements, notamment les restaurants et certaines entreprises. Et donc, mais de manière générale, je pense que M. Toba va... Oui, de manière générale, et là, j'évoquais tout à l'heure la circulaire du comité de consultation permanente, donc qui comprend le patronat et les employés via leur centrale syndicale. Cette circulaire-là qui a reconnu la question de la force majeure, nous sommes en situation d'urgence, a nécessairement visé les dispositions pertinentes du Code du travail, mais tout en recommandant un ordre de priorité aux entreprises dans la mise en œuvre des mesures qui ont été envisagées. Et que ces mesures-là soient mises en œuvre sur la base d'un dialogue constructif. Mais l'État n'a pas croisé les bras. Vous avez vu, il y a 2 jours, le gouvernement est monté au créneau avec des mesures. Mais ces mesures-là, c'est pour soutenir les entreprises, effectivement, dont on sait qu'elles vont être confrontées à des situations difficiles. Mais l'État n'est pas resté en reste parce que l'État travaille à réduire la contamination, la propagation du virus de façon à ce que cette situation que nous vivons soit de courte durée. Mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, c'est une situation nouvelle et chacun doit pouvoir s'adapter. Et donc, en s'adaptant, on doit pouvoir relever tous les éléments qui sont de nature à engager l'échange avec l'État via le patronat, via les structures autorisées. Merci, M. Toba. Je crois, Mme Kwasi Marie-Rose renchérit encore pour dire que, disons, les salariés sont en droit d'exiger qu'ils restent chez eux. Est-ce qu'ils sont en droit d'exiger de rester chez eux? Car ceux qui ont été mis en congé estiment qu'ils peuvent en jouir selon leur gré. Je n'ai pas compris. Bon, je pense que c'est toujours, on va toujours venir sur la négociation sociale. Hein. C'est les accords, en fait. Je crois qu'il y a certainement certains de leurs employés qui ont été mis en congé et donc qui estiment qu'il s'agit d'un droit. Il s'agit d'un droit pour le salarié de jouir de ce droit-là selon son gré. Et donc, face à la situation... Sauf qu'on n'est pas dans une situation normale. C'est ça que les Ivoiriens doivent comprendre. Quand l'État, dans un pays, quand l'État décide de prendre ce qu'on a vu dans l'état d'urgence, mais l'état d'urgence, c'est quoi? L'état d'urgence, l'État se donne les moyens, parfois de restreindre même des libertés. Vous avez vu, quand on parle de ce qu'Abidjan sera isolé du reste du pays et tout, mais c'est une restriction des libertés. Mais pourquoi? Parce que le virus, on a le mode de contamination du virus, c'est le contact avec les uns envers les autres. Donc, à partir de cet instant, comment faire pour arrêter la propagation du virus? Donc, sur cette base-là, on doit tous comprendre que nous ne sommes pas dans une situation normale. Et donc, dans une situation d'exception comme celle que nous vivons, nous devons prendre en compte effectivement tout ce qui a cours. Le congé, c'est un droit, oui, d'accord. Mais si demain, votre entreprise n'existe pas, vous pouvez invoquer ce droit-là de congé. L'entreprise n'existe plus. Donc, si vous-même, vous ne créez pas les conditions aujourd'hui pour que l'entreprise existe demain et que l'après-crise soit possible, mais dites-moi comment vous allez faire. C'est pour ça qu'il faut être souple, qu'il faut être flexible et la situation l'impose. Merci, M. Toba. M. Bosco vous remercie pour votre intervention et il souhaite faire une contribution. Il souhaiterait que la communauté RH retienne que cette crise que nous vivons aujourd'hui devrait nous amener à réinitialiser nos stratégies et nos outils RH de gestion de ressources humaines. Et au titre de ces changements, il y a un nouveau regard que nous devons pouvoir poser
par exemple sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est le GPEC qui ne doit pas